Bonjour, ici Nadège Esteban, créatrice et organisatrice du sommet francophone des entrepreneurs de leur vie, une série de vidéoconférences pour vous aider à prendre votre vie en main et créer une vie que vous aimez. Et aujourd'hui, nous allons parler d'optimisme. Alors pourquoi aborder cette question de l'optimisme sur le sommet? Alors, je pense que vous avez remarqué que depuis le début du sommet, il y a un certain nombre de thématiques qui sont en rapport avec ce qu'on appelle en formation notre savoir-être. Donc, j'ai envie de dire nos attitudes, notre état d'esprit. Et l'optimisme, justement, c'est une attitude par rapport à la vie, c'est un état d'esprit que l'on peut adopter volontairement, que l'on peut entraîner et qu'il me semble primordial lorsque l'on entreprend sa vie en main. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons d'optimisme et je suis ravie d'avoir à mes côtés Catherine Testa pour nous parler de cette thématique qu'elle connaît très bien puisqu'elle a écrit un livre du même titre, Oser l'optimisme. Catherine Testa est entrepreneure, conférencière et cofondatrice du site l'optimisme.com, un site qui vous délivre quotidiennement une bonne dose d'optimisme et de bonnes nouvelles et qui est suivi par plus de 200 000 followers sur Facebook. Elle est aussi l'auteure du livre Oser l'optimisme et cofondatrice du club des Chief Happiness Officers, les professionnels du bonheur en entreprise. Bonjour Catherine. Bonjour Nadège. Je suis ravie de ta présence sur cette première édition du sommet virtuel des entrepreneurs de leur vie. Alors merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui pour cette interview. Écoute, avec plaisir. Alors Catherine, je t'ai découverte donc avec ton collègue, ton collaborateur donc Olivier Toussaint via le site internet, via votre site internet et votre page Facebook l'optimisme. D'ailleurs qui est très connu parce que vous avez près de 200 000 personnes qui vous suivent à l'heure actuelle sur Facebook. Donc, va vite. Voilà. Et aussi pour le livre, donc Oser l'optimisme, qui présente 10 clés pour réenchanter un peu, beaucoup et à la folie votre quotidien. Ouais. Et Catherine, j'aime beaucoup l'optimisme, la dose d'optimisme que vous insufflez à travers donc le site internet et votre page Facebook. D'ailleurs, vous êtes dans mes favoris sur Facebook. Et tous les matins, quand j'allume ma page Facebook, j'ai ma petite dose d'optimisme et à chaque fois, ça me met le sourire. Ça me donne la patate. C'était le but. Voilà, je te confirme, ça marche pour moi. Et a priori, pour 200 000 personnes aussi. Je vous en parlerai. Il n'y a pas de souci. Et dans le cadre de ce sommet, il m'a semblé important justement de parler de cet optimisme, de cette dose d'optimisme, parce qu'il me semble que c'est une approche de la vie qui peut nous soutenir, qui peut nous aider dans notre démarche pour prendre notre vie en main. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai sollicité aujourd'hui et je vais rentrer directement dans le sujet avec ma première question. Donc qu'est-ce que l'optimisme au juste? Vaste question. Je vais commencer par ce que ça n'est pas. Souvent, l'optimisme est confondu avec sa caricature. On me dit souvent, non, mais t'es une optimiste de toute façon, tu vois la vie avec des lunettes roses, il y a un côté un peu naïf, limite, on se rend pas compte des enjeux. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde, c'est que l'optimisme, c'est la base à toute action. C'est le prérequis, en fait, pour se lancer un défi. Et justement, le sommet que tu réalises, c'est un peu ça. C'est oser faire quelque chose, alors que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso. L'optimisme, c'est ce déclencheur qui va se dire ok, je vais avoir peur, je vais avoir plein de doutes, mais c'est le dénominateur commun aux sportifs. Enfin, tout bêtement, quand on s'appelle Raphaël Nadal, on arrive en se disant qu'on va gagner son match, enfin, ça marche pas avec Federer, avec les autres. Aux entrepreneurs, enfin, on est bien d'accord, un entrepreneur, il n'est pas naïf, il sait toutes les contraintes juridiques, administratives et j'en passe quand on monte une boîte, mais il ose quand même se dire que son idée, elle est peut-être bonne et qu'il va y aller. Tous les PDG, globalement, tu sais, on te demande toujours de faire des business plans quand on entreprend, on se dit que généralement, on prévoit de grandir, d'avancer dans ses projets, et c'est valable dans la vie perso aussi, quand on se dit, tiens, aujourd'hui j'ai envie de rencontrer quelqu'un, la première dose d'optimisme, c'est celle qui va permettre de dire, tiens, je vais peut-être sortir et je vais peut-être aller parler à cet inconnu. Et de fait, l'optimisme, c'est le prérequis à toute action, et ça n'a absolument rien de naïf. On connaît généralement les dangers, c'est savoir les interpréter et se dire, quand même, let's go.
Pas mal. C'est un peu ma définition. C'est une posture, en fait. C'est quelque chose qu'on décide. C'est quelque chose de volontaire. Et c'est tout, on va dire, sauf de la naïveté. Donc, à un moment donné, quand tu dis c'est quelque chose qu'on décide, ouais. Il suffit de dire, allez, je décide d'être optimiste. Comment ça se passe concrètement? Alors, on est bien d'accord, le pessimisme, c'est un peu plus facile. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, on se cache derrière, de toute façon, moi, j'ai pas les sous pour me lancer, je vais pas le faire. Non, mais de toute façon, voilà, j'ai tel ou tel handicap, donc, de fait, trouver un compagnon, une compagne, bah non, je vais pas oser. On se trouve toujours plein de bons prétextes de pas assumer, de pas aller au bout de ses rêves, et finalement, on les oublie même, ces rêves. Du coup, se dire, c'est pas évident de se dire, bah tiens, je vais essayer d'y aller, parce que c'est aussi se mettre en zone d'inconfort, c'est sortir de sa zone de confort, c'est être en danger perpétuel, parce que dès qu'on se lance, immédiatement, en parallèle, on a le doute là, tu sais, le doute qui arrive en se disant, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision, qu'est-ce qu'il en est? Donc non, c'est absolument pas facile de se dire, de se lever un matin en se disant, bah oui, moi aujourd'hui je vais être optimiste. Ceci dit, c'est se tenir à une sorte de rigueur quand on arrive le matin dans la journée, quand on voit tous les problèmes qui peuvent nous assaillir, parce qu'on n'est pas naïf, il y en a des problèmes, bah, se dire, bon ben voilà, aujourd'hui, moi, sur quoi je peux avoir une action? Ok, il se passe tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a de bien? Sur quoi je peux agir? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être, entre guillemets, acteur de ma vie et ne pas la subir? Et c'est toujours y revenir, se dire, bon ben, tiens, je me rappelle que c'est plus facile de me conforter en me disant que bah oui, ça va pas. Mais au fait, qu'est-ce que je fais moi pour que ça aille mieux, et sur quoi moi je peux avoir une action? Parce qu'effectivement, se dire au quotidien, de toute façon, les problèmes géopolitiques, économiques, sociaux, sociétaux, voilà, le monde est foutu, de toute façon mon voisin ça va pas, etc., bah, c'est beaucoup plus facile de se dire ça que de se dire bon bah ok, comment est-ce que moi je peux être part de cette solution? Comment est-ce que moi je peux agir? Et c'est valable dans absolument tous les domaines. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est justement dans les questions que tu te poses, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Et toi, j'ai bien entendu, tu as dit comment je peux faire, comment. Exactement. C'est vrai que ça nous met dans une posture différente. Et exactement, parce qu'on part tous avec un terreau différent. Il y a une vaste illusion qui se dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, que son voisin il va mieux sur telle ou telle thématique, que bah oui, il a de la chance dans la vie, parce que effectivement, il y en a qui naissent avec des terreaux plus ou moins propices aux petites graines qui vont pousser. Ceci étant dit, à nous aussi de ce terreau de se dire bon ben voilà, peut-être que toi tu fais pousser des tournesols, moi des œillets. Maintenant, comment est-ce que moi je l'arrose ce jardin? Comment est-ce que je l'alimente? Tu vois, il y a des nutriments, il y a tout un tas de choses qui sont nous-mêmes en fait, et dont nous on a la possibilité, on va dire, d'y contribuer. Maintenant, effectivement, on est tous dans des pays différents, avec des cultures différentes. Dès l'enfance, d'ailleurs, on a plus ou moins un schéma familial et éducatif un peu différent qui se dit, bah non, toi, tu fais ça de toute façon, enfin, faut être lucide, tu finiras pas PDG, mais tu finiras, tu vois, toutes ces fausses croyances qu'on t'inculque, c'est super difficile d'en sortir. Ouais. Et il faut. Ouais. Et alors, justement, par rapport à ton parcours à toi, donc du coup, tu le partages aussi dans le livre, et j'étais très inspirée par ton parcours, donc je pense que c'est intéressant d'en parler aussi dans cette interview, parce que ça peut, à un moment donné, mon principe, c'est vraiment inspirer, partager pour inspirer, pour après ensuite pousser à l'action. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, et quelle a été la place de l'optimisme dans ton parcours? Alors, souvent je dis aux gens, moi j'étais pas du tout prédestinée à faire l'optimisme. Ça a été une évidence un jour J. J'ai eu de la chance, on va dire ça comme ça. J'ai grandi dans un contexte où on m'a un peu laissé faire. Mais on m'a laissé faire en me disant, quand j'étais gamine, c'est tout bête, j'étais fan d'un groupe de musique. Et au tout démarrage d'Internet, je sais plus si je le partage ça dans le livre, je crois que je le partage pas, mais au tout démarrage d'Internet, j'avais créé une sorte de fanpage, tu vois. Et à l'époque, personne n'avait ça. On était encore, tu vois, tu coupais la connexion de tes parents pour te connecter à Internet. Ça te faisait du plus, tu vois. Et à ce moment-là, moi, j'avais créé un site sur ce groupe, et par un hasard que j'avais provoqué, ce groupe, ils sont devenus mes amis plus tard, etc. C'est des gens qui sont très très connus outre-Rhin, et pas en France. Et
en fait, ça a été un dénominateur qui m'a dit, OK, tout est possible. Et ça a été quelque chose qui a grandi en parallèle de mes études, parce que effectivement, moi, j'ai été dans un cursus très classique. On m'avait dit de faire des maths, parce que c'était ça qui ouvrait absolument tout. Globalement, je parle que je suis tout sauf une matheuse. Après, je me suis lancée dans la chimie physique, parce que j'aimais bien la physique quantique, etc. Sauf que je suis à peu près la personne la plus maladroite qui soit permise. Au bout d'un moment, je me suis dit, au bout de 3 ans là-dedans, je me suis dit, OK, je vais faire exploser un labo, parce que tu sais, plus t'avances dans les années, plus c'est non, faut dire ce qui est, plus les composés avec lesquels tu joues sont dangereux. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, OK, c'est pas du tout pour moi. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? J'avais envie de travailler dans le développement durable à l'époque, parce que c'était une thématique dont on parlait encore assez peu. Puis les gens déjà à l'époque me disaient, non mais Catherine, tout le monde s'en fout du développement durable, c'était il y a 10 ans, tout ça. Et je leur disais, non, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Puis j'y suis quand même allée, et après il y a eu un boom du développement durable. Donc là, je me suis absolument éclatée pendant une dizaine d'années, parce que je voyageais entre Paris, San Francisco, New York, Beijing, etc. C'était absolument génial. Je travaillais dans une thématique que tout le monde adorait, le développement durable. Tu vois ce qu'il en est. Sauf que plus ça allait, plus tous ces voyages, tu te déracines, parce que en plus je vivais pas forcément des très longues périodes à gauche à droite. Je passais pas 4 ans en fait sur place. Puis du coup beaucoup d'introspection, beaucoup de quête personnelle, beaucoup de questionnements, me disant mais pourquoi moi ça marche, pourquoi quand je lance un projet dans mes équipes, parce que du coup c'est cette ancienne société dans laquelle je travaillais, ça grandissait, donc j'avais des équipes, et je me disais mais pourquoi est-ce que face à un problème il y a toujours ceux qui se disent bon let's go, on essaie, et ceux qui se disent non mais de toute façon ça va pas marcher. Et en fait, à moi de s'appeler Madame Irma, faut quand même être très clair, personne ne sait. Donc, j'ai commencé un peu à réfléchir à cette thématique de l'optimisme, et puis plus ça allait, plus tu grandis, et puis surtout quand tu es dans le milieu des US, et j'avais beaucoup de temps pour me cultiver, pour rencontrer des gens, et je me rendais compte, je me prenais des baffes culturelles, faut quand même dire ce qui est, et je me rendais compte que ce qui m'intéressait, mais le plus, c'était vraiment l'humain. Et sauf que comme tu dis, quand t'oses entreprendre, quand t'oses te lancer, je me dis ouais, mais pourquoi moi je voulais faire psycho en étant jeune, mais non, j'avais fait des sciences dures, etc. Et je me disais mais je suis personne en fait pour lancer un média, sauf que mes diapositives, sauf que j'avais vraiment cette conviction qu'il fallait qu'on parle d'autre chose, qu'il fallait remettre l'humain au centre, et que quand on scannait tous les gens autour de nous, il y avait plein de gens qui faisaient des choses absolument extraordinaires et dont on parlait pas. Tu sais, on a toujours tendance à se dire mais de toute façon l'humanité, on est dans une humanité individualiste, de toute façon on est tous pour notre petite personne. Et je me disais mais ouais, peut-être, mais quand je regarde autour de moi, c'est bizarre. Les gens que j'aime, ils sont généralement géniaux, ils sont généreux. Alors pas tout le monde, on est bien d'accord, mais je me disais, il y a des gens qui montent des associations, et je me rendais compte surtout que finalement, on avait cette sorte de casquette qu'on nous collait à la sorte dès l'enfance parfois, comme tu disais, le cursus scolaire, et puis après, quand tu rentres dans des grandes boîtes, j'étais entourée moi de copains qui bossaient dans la finance à New York, et les bonhommes, ils étaient malheureux comme tout, parce qu'ils n'osaient pas s'exprimer, parce que oui, effectivement, ils gagnaient des millions, et vraiment des millions, moins de 30 ans, les bonhommes, mais ils étaient pas heureux. Et je me disais, mais c'est parce qu'on a perdu le bon sens, on a perdu cette notion d'humain, on a perdu cette notion d'envie. Mais en fait, ces gens-là, ils étaient extraordinaires, parce qu'à côté, de temps en temps, ils avaient des assos, des machins, mais c'était juste que ils avaient pris en permanence leur casquette métier. Leur casquette, oui, de toute façon, mon métier, ça m'emmerde parce que j'ai un chef qui est chiant, voilà, pour parler un peu vulgairement. Et du coup, ils s'épanouissaient pas. Et donc, je me suis dit, mais maintenant, je veux parler de tout ce qui va, de tout ce qui peut permettre de s'épanouir, et de tous ces gens qui changent de vie, de tous ces gens qui montent des associations, des projets, pour vous montrer que, ouais, quand même, fatalement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, elles ont augmenté de 72% en 10 ans dans les faits divers, dans les JT. Donc, et autant te dire que le bonhomme qui a coupé la jambe de sa femme dans le Larzac, c'est pas une actualité, c'est pas une information, c'est un fait divers. Et donc, je me disais, je veux redonner la parole à tous ces gens-là. Et puis, comme j'avais monté mon petit site web 12-13 ans auparavant, la vie, elle boucle toujours à des moments donnés. Je me suis dit, mais je sais le faire.
Donc, je suis partie, je l'ai fait. Et comme tu disais, c'est relayer des parcours inspirants, des personnalités inspirantes. C'est un peu ce que tu fais, toi aussi. Donc, mais les gens, tout le monde a envie de tout d'un coup de se dire, bah ouais, il y a ceux qui agissent et qui font et qui créent, qui sont inspirants, bah ça va plus peut-être m'inspirer que le bonhomme qui a coupé la jambe de sa femme dans le larme. Et j'ai rien contre le lardac. Et la Bretagne, Paris ou n'importe quel. Donc ouais, c'était une nécessité de le faire, et puis avec toute cette dose de doute, pourquoi moi, on nous jure, on se dit que bah oui, moi je suis pas spécialiste de la psychologie positive, je sors pas des médias, je suis pas financier, il me manquait tout un tas de compétences, mais j'avais l'envie, alors je me suis dit bon, bah let's go, on sait. Mais c'est ça que je trouve vraiment aussi très inspirant dans ton parcours, et il faudrait mettre en évidence, c'est que tu ne savais pas forcément comment faire. Pas du tout. Voilà. Mais quand je te dis pas du tout, c'est pas du tout. C'est que je savais que j'avais une idée, un projet et un alignement. Voilà. Après, j'avais une sorte de confiance, probablement très naïve, mais je pense que la naïveté est une composante absolument nécessaire quand on veut changer et se lancer dans quelque chose, en me disant, on verra, arrêtons d'anticiper les problèmes, il y en aura de toute façon, mais le jour J, je trouverai probablement les connaissances, les compétences, les gens pour m'aider à résoudre ces problèmes. Et autant te dire que moi, poser un business plan et des choses comme ça, c'est pas du tout mon délire. Et ça ne le sera jamais. Mais t'arrives à te faire aider à un instant T en disant, bon bah voilà, il se passe plein de choses, faut qu'on grandisse, on a plein de choses à faire, et qui peut m'aider. Et cette notion d'oser demander, c'est hyper important dans la vie. Oser demander en disant, bah j'ai pas toutes les compétences, je le sais. À partir du moment où tu pars avec beaucoup d'humilité, en te disant, bon bah voilà, ça va pas être que moi. Ça va être tout un tas de gens, et puis il y a eu Olivier et Monica, parce que partir à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus facile, faut quand même dire ce qui est. Et puis il y a tout un tas de gens qui ont été des rencontres absolument décisives, parce que je suis aussi convaincue que quand on se lance, tout s'aligne en fait. C'est-à-dire que les choses que tu n'aurais pas vues, parce que tu te dis toujours, bah oui, mais alors j'ai mon job, je reste dans mon job, je fais ça en B-side, mais le B-side, tu le vois pas, tout simplement parce que tu n'es pas ouverte. Ouais. Parce que quand tu te lances, tu vois que tout arrive. Ça paraît hallucinant, mais c'est le cas. En tout cas, bravo. Et c'est vrai que bravo aussi pour avoir suivi l'élan de ton cœur, quoi. Parce que vraiment, moi, je trouve ça super inspirant. Et souvent, on dit aux gens, moi, j'avais un projet, j'avais pas envie de monter une start-up, je m'en fous. Tu vois, oui, maintenant, on peut me dire chef d'entreprise, entre guillemets, mais c'est un véhicule financier, juridique, administratif, tout simplement parce que j'avais pas le choix. Ouais. J'ai pas eu un mécène qui est arrivé en me disant, bah tiens, je te donne 1 million, fais-le. Mais si c'était le cas, je pense que ça aurait été génial. Mais après, bah oui, quand tu te lances, derrière, t'as tout un tas de contraintes qui arrivent, et après, faut savoir les gérer. Mais quand tu as confiance dans ce que tu fais, t'as généralement les bonnes personnes qui se disent, qui arrivent. Au-delà de ça, il faut avoir toujours je crois beaucoup dans ce qui est la sérendipité et la synchronicité, c'est-à-dire ces choses qui arrivent au bon moment. Ces bonnes personnes que tu rencontres à un instant T, t'as les capteurs qui sont beaucoup plus alertes quand tu fais ce que tu aimes et quand tu es profondément en phase, et que tu dédies ton énergie à ça. Je crois vraiment dans l'énergie, en fait. En tout cas, le message est passé pour le mécène. J'avais aussi une autre question par rapport à ce que tu dis dans ton livre. Donc, tu cites un certain nombre de personnes optimistes. Et je voulais savoir par rapport à toi, est-ce que tu as une personne optimiste qui justement t'inspire, et pourquoi elle t'inspire? J'ai tout un tas de personnes optimistes qui m'inspirent. Ça va être toutes ces personnes qui vont se dire, qui vont au bout de leurs idées et au bout de leur envie. Je crois profondément dans l'échec. Il y a plein de gens qui se plantent. Moi, dans 2 ans, je peux m'être plantée. Toute boîte aujourd'hui peut être disruptée en 2 ans. Faut être clair. Et je crois profondément dans l'expérimentation. Donc, moi, toutes les personnes qui m'intéressent, c'est tous ces gens qui expérimentent. Et on expérimente sur différents champs. Il y en a qui expérimentent parce que c'est des engagés politiques. Moi, je ne suis absolument pas, mais ils essaient. Il y a tous ceux qui essaient d'inspirer les autres en faisant, tu vois, comme toi, en essayant de proposer des nouvelles choses, des nouveaux contextes, des nouveaux paradigmes, en fait. Et ce fait d'expérimenter, pour moi, c'est ça qui symbolise au mieux l'optimisme. Alors, parfois, ça va être des start-upers,
Parfois, ça va être des chanteurs. Enfin, tu vois, en ce moment, je cite Mika, mais ça peut être Mika ou n'importe qui d'autre. Tu vois, c'est ces gens qui essaient d'apporter des nouveaux genres en se disant c'est moi, ça c'est moi, je le propose. Et ça marchera ou ça marchera pas. Il y en a qui font des big success, il y en a où c'est, ben oui, ça se plante. Mais pour moi, c'est ça l'optimisme. Et puis, ça va être la même chose dans la vie. Enfin, une des personnes les plus optimistes, c'est une ancienne collègue qui s'appelle Vanessa. Et elle allait toujours au bout d'une idée. C'est-à-dire, tout d'un coup, elle se disait qu'elle avait envie d'aller vivre au Canada. Elle a tout mis en place pour y aller. Et puis, elle est revenue en France. Et il y a une sorte d'expérimentation perpétuelle de la vie, et c'est ça que j'adore. C'est vraiment, et c'est ça qui pour moi marque l'optimisme et qui m'inspire, et c'est pas forcément la personnalité connue qui se dit optimiste et qui communique là-dessus. Non, c'est l'optimisme, il est dans le quotidien et dans tous les gens qui t'entourent. Et il suffit de regarder, moi quand je mets sur le site des interviews, tu sais, de gens qui ont tout plaqué pour se lancer dans l'associatif, pour faire un tour du monde, que sais-je, c'est ça, moi, pour moi, les gens inspirants. Et c'est l'inconnu. Tu vois, l'inconnu qui n'est connu que de son cercle familial, et c'est ça que j'adore lire, en fait. Et que j'adore rencontrer, vraiment, j'adore. Les passionnés. Les passionnés par quelque chose. Et c'est bien, parce qu'à travers le site, du coup, tu rencontres pas mal. Hein. Et en fait, je me rends compte du nombre de personnes qui osent. Mais sauf que, effectivement, c'est pas de ça dont on parle, en l'occurrence. Et le nombre de personnes qui osent et qui réussissent, mais il y en a plein. Et le nombre de personnes qui osent et qui se plantent, il y en a plein aussi. Ceci étant dit, toute expérimentation est une aventure qui est enrichissante. À partir du moment où on se dit en toute humilité, mon but, c'est pas forcément de réussir. Faut être clair, mon but, c'est pas de paraître comme ayant réussi auprès de ma famille, de mes potes, de mes machins. De toute façon, mon objectif, c'est d'essayer, c'est d'expérimenter, c'est de tester. Là, tout d'un coup, on s'enlève toute une sorte de ces freins, tu sais, qu'on se met en se disant on va nous juger. C'est d'ailleurs, oui, si je me plante, que vont en penser ma famille, que vont en penser mes parents, que vont en penser mes potes, et puis mon boss à qui j'ai dit au revoir, et puis en plus moi j'ai pas fait de burn-out, j'adorais mon ancien boss et mon ancienne boîte. Donc tu vois, tous ces gens à qui tu renvoies une sorte d'attente, et que toi tu te dis qu'ils vont te juger, mais en fait non, les gens ils sont bienveillants. À la base, ils sont contents si tu réussis, et si tu te plantes, ils savent que tu retourneras dans ton ancien métier, où tu retrouveras toujours quelque chose à faire. Et on s'imagine toujours que les gens vont nous juger, mais en même temps, moi, quand j'ai quitté mon ancien boulot, enfin, je ne sais pas pour toi, moi, tout le monde me dit waouh, t'es courageuse. Tu vois, et alors que moi je me disais oui, mais j'ai sacrément la trouille, surtout le premier jour où tu te lances dans une nouvelle aventure. Moi j'avais quand même plaqué mon job, mon mec, mon pays, etc. J'avais tout plaqué d'un coup, et le premier jour t'as quand même une vague dose de qu'est-ce que j'ai foutu là. Tu vas être toute seule dans un pays où tu parles pas la langue, parce que moi je suis partie en Espagne, je parlais pas espagnol à l'époque, mais j'étais profondément alignée avec ce que j'avais envie de faire. Mais oui, la zone de doute elle est toujours là, et on est notre pire juge. Faut vraiment savoir, on est notre pire juge. Tout à fait, je suis carrément d'accord, et faut l'avoir vécu pour le vivre au quotidien aussi. Je sais, les doutes sont là. Je suis consciente, je fais la vie avec mes doutes, et c'est ça. Et il faut le savoir. Il faut se dire c'est la même chose pour tout le monde. Et il y a quelque chose de très important quand on se lance, et j'imagine que ça t'a fait exactement pareil que à moi. Tout d'un coup, tout ton entourage, alors il y a tous tes amis qui sont ta stabilité, ta famille, etc. Mais tout ton entourage finalement devient des gens qui sont bienveillants parce qu'ils vivent soit la même chose que toi, soit parce qu'ils te comprennent, soit parce qu'ils te soutiennent, soit parce que, entre guillemets, ils admirent. Alors c'est avec des guillemets, mais le fait que tu aies osé te lancer, mais en l'occurrence, les gens qui vont te juger en te disant non mais tu vois, je te l'avais dit, globalement c'est pas des gens qui sont dans tes proches. De fait, il y a une sorte d'expérimentation à tester. Alors évidemment, il y a des doutes, ils sont financiers, tu rentres dans une autre réalité aussi, donc il faut quand même dire ce qui est. Tout d'un coup, tu vas plus tous les jours, enfin pour moi en tout cas, pour l'entrepreneuriat, tu vas plus au boulot tous les matins et des choses comme ça. Donc c'est déroutant. Il y a toujours un doute, mais on fait quelque chose avec lequel on s'aligne. Très bien. Je me demandais, parce que dans le livre, tu dis l'optimisme, ça se travaille. Tout à fait. Je voulais savoir comment on pouvait
devenir, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà en nous et qu'on doit juste révéler parce que les médias sur nous, ça a peut-être été étouffé, et une fois qu'on l'est, comment on le reste et comment justement on dit de redevenir pessimiste. Ce que je te disais tout à l'heure, l'optimisme, c'est vraiment quelque chose d'actif. C'est une action. C'est tout sauf la passivité. Je crois que ça se travaille en se disant, est-ce que aujourd'hui, moi, à l'instant T, est-ce que je suis acteur ou est-ce que je suis spectateur de ma vie? Et ça, c'est une question, tu vois, comment ça se travaille? C'est une question à se rappeler régulièrement. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es enfermé dans une relation un peu toxique avec ton mec ou avec ta nana. Est-ce que je fais quelque chose, moi, pour améliorer la situation? Tu vois, cette question fondamentale de suis-je acteur ou pas, c'est une question que tu peux te poser absolument partout, c'est-à-dire en permanence, que tu sortes avec des amis, que ce soit pro ou perso, hein. Et à partir du moment où tu te dis, bah non, là je suis pas acteur. Alors si je suis pas acteur, deux choses. Est-ce que c'est une situation sur laquelle je peux influer ou pas? Donc c'est-à-dire que, alors bon, à part si tu es un économiste et que tu travailles dans les ministères, globalement, tu ne pourras pas forcément changer la misère dans je ne sais quel pays. Ok. Maintenant, est-ce que moi, je peux avoir une action? Tu vois, scanner en permanence. Est-ce que ce sur quoi je peux avoir une action? Parce qu'à partir du moment où on a une action, où on fait quelque chose, on est part de la solution. Du coup, on n'envisage plus les problèmes de la même façon et on n'envisage plus la vie avec des lunettes noires, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la première question, cette notion d'acteur ou pas. Deuxième question à se poser, c'est se dire, bon, ben, ok, aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont pas. Je veux dire, j'ai une sale journée, ça se passe pas bien, il y a des gens qui se font frapper, il y a tout un tas, on a tous un contexte. Ouais. Ok, maintenant, qu'est-ce qui va? Peut-être que j'ai un toit sur la tête. Ouais. Déjà, tout le monde n'a pas de toit sur la tête. Peut-être que j'ai un bon ami à qui parler. Donc, tu vois, commencer à te dire, ok, j'ai des choses qui vont. Peut-être que tu as un boulot, peut-être que tu n'en as pas. Si tu n'en as pas, peut-être que tu as des aides quand même pour vivre. Peut-être que tu as de la famille. Et il y a tout un tas de questions, tu n'auras jamais tout. De toute façon, hein, je veux dire, tu n'es pas milliardaire, tu n'as pas 4 enfants avec une belle Porsche à côté, tu n'as pas possibilité d'aller partout dans le monde. Ok, mais ces gens-là sont pas forcément les plus heureux. Donc, tu vois, capitaliser sur ce qui va au quotidien, qui sont quelque chose d'immuable. Entre guillemets, hein, tout ce travail, on est d'accord, mais tu as quand même une base. Voir ce qui s'est passé de bien dans ta journée. On parle souvent de cette notion, donc ça a été prouvé dans un hôpital psychiatrique avec des grands dépressifs. Chaque soir, ça s'appelle 3 Minute Things, de tous les soirs, regarder 3 choses qui se sont passées de bien dans ta journée. Et puis ça peut être tout bête, ça peut être que tu as souri à quelqu'un et que quelqu'un t'a renvoyé un sourire en retour. Que quelqu'un dans le métro, t'es arrivé, finalement il y avait de la place. Que tout d'un coup, t'as eu un coup de fil avec une amie que t'avais pas vue depuis 15 ans. Tu vois, toutes ces petites choses du quotidien que tu ne vas pas voir. Parce que on retient le soir en t'endormant, c'est tout bête, mais tu vas retenir l'agression verbale que t'as eue avec ton chef ou avec ta femme ou ton mec. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, se dire, ok, ça existe. Maintenant, comment je retravaille mon cerveau, comment je le reprogramme pour voir tout ce qui a été de bien. Et toujours te dire, est-ce que je suis acteur ou est-ce que je ne suis pas acteur? Est-ce que je peux avoir un point ou est-ce que je ne peux pas avoir de point? Et ça, c'est vraiment des questions absolument fondamentales et c'est un exercice. Ça se travaille et puis plus on le travaille, plus on se rend compte de tiens, finalement, ma journée, elle n'a pas été si pourrie. Parce que, ok, je me suis pris la tête, mais j'ai eu ça, ça et ça. Et puis, de fait, plus tu vas, toi, être acteur en te disant, oui, peut-être que pour que ma relation s'améliore avec mon mari, je vais essayer peut-être de plus sourire, de peut-être un peu plus communiquer au lieu de rester sur ma position. De toute façon, tu sais que ça marche pas. Donc, tu vas trouver ces points et on reflète. Généralement, les gens sont aussi le reflet de qui on est. Du coup, à partir du moment où tu souris, les gens te sourient. À partir du moment où tu parles, les gens vont te parler. Et il y a tout cet effet de se dire, voilà, moi, je suis acteur. J'aime beaucoup ta réponse parce que, avec ta question, et d'ailleurs c'est une piste justement pour les internautes qui nous regardent, c'est se poser la question, est-ce que je suis acteur ou pas? Ouais.
Et ensuite, le regard que finalement on va poser sur les événements de notre vie. Est-ce qu'on va rester pour voir les choses qui ne vont pas, ou est-ce qu'au contraire, on va finalement prendre conscience de toutes ces bonnes choses qui se passent aussi. Exactement. Et il y en a plein dans la journée. Hein. Enfin, tout bête, hein, on prend plus le plaisir, enfin moi la première, hein, on prend plus le plaisir de savourer un bon dîner parce qu'on est entre deux trucs. On se rend même pas compte de la chance qu'on a d'avoir la possibilité de se cuisiner à manger. Et tu vois, remettre au centre, repartir du bon sens, rien que ça c'est une chance. Tu vois, le bon sens on l'a souvent mis de côté en se disant bah nous, ce qui nous rend heureux c'est d'avoir des issues. Ah non, c'est pas ça qui te rend heureux. Il y a des études sur le bonheur qui sont passées qui disent que ce qui te rend heureux c'est l'interaction sociale. Donc tu seras sûrement plus content d'aller proposer à ton voisin d'aller prendre l'apéro parce que ça fait 15 ans qu'il habite à côté de toi que tu ne le connais pas, plutôt que de manger tout seul tu vois ton repas. Quand bien même ça peut être aussi un moment de détente et des choses comme ça. Alors, Catherine, c'est l'heure de la question pile rouge. Okay. Donc, tu as déjà eu quelques éléments, mais on va quand même revenir sur la question. Donc, qu'est-ce que pour toi, prendre sa vie en main, et comment cela se traduit au quotidien pour toi? Alors, prendre sa vie en main, je pense que c'est être aligné avec ses rêves profonds. Je crois que toi, la thématique te parle. On a souvent tendance à avoir occulté ses rêves parce qu'on nous a dit que c'était pas possible et parce qu'on s'en est auto-convaincu. Donc non, c'est pas possible je suis peintre, admettons, je suis pas, mais admettons que je fasse de la peinture, j'adore dessiner, j'aimerais vendre quelques toiles sur internet. Puis immédiatement on se dit oui, mais pourquoi les gens achèteraient pas? Et puis il y a des gens qui vont pas aimer. Et puis, de toute façon, il y a tellement de gens déjà talentueux, non, moi je vais pas y aller. Et tu vois, on s'auto-fait tout un tas de... Et puis j'ai pas le temps. Enfin, tu vois, j'ai déjà un boulot, donc c'est habituel. Et donc, on met complètement de côté ce qui nous anime vraiment. Parce que maintenant, en fait, ce que nous on aime, et depuis qu'on est gamin d'ailleurs, c'est faire du dessin. Et en ayant éteint cette créativité qui nous portait, et de fait, on est en train de passer complètement à côté de sa vie parce que tout d'un coup, on se retrouve dans une tour à travailler sur une thématique qui ne nous plaît pas forcément. Oui, mais sur le papier, on a réussi. Tu vois? Et ce que je dis très souvent, c'est le meilleur en soi n'est pas forcément le meilleur pour soi. Du coup, réussir sa vie, c'est vraiment être connecté avec son envie profonde. Alors, je te dis pas que tu vas devenir le futur Picasso, hein, on est d'accord. Mais mettre une part de ton énergie quotidienne dans ce qui t'anime et ce que tu as envie de faire. Je pense que ça, c'est très important. Alors, ça, c'est très tourné vers soi. Je crois que ce qui est très, très important aussi pour la vie réussie, et c'est pas moi qui le disais, c'est l'étude que je viens de te citer tout à l'heure, c'est d'être ouvert aux autres. Je crois profondément que tout seul, on n'est pas... On est des humains, il y a une sorte d'instinct grégaire, on n'est pas fait pour vivre tout seul. Alors je te dis pas que vivre tout seul, ça veut pas dire être en couple, hein, c'est pas cette dichotomie. Mais on est fait pour avoir des interactions sociales d'un point de vue global. Plus on aime les gens, j'ai cette impression, plus les gens vous aiment. Ça peut paraître super naïf ce que je dis, mais moi pendant très longtemps j'ai éteint ça. C'est-à-dire que je me disais, alors j'évolue dans un milieu où je parle à des directeurs, c'est des gens en costard, les mecs ils vont pas du tout comprendre si je leur dis, mais moi je crois profondément en l'humain, je crois que tout le monde est absolument génial, que chacun a quelque chose à apporter à l'autre, mais je vais pas te le dire parce que tu as un costard et que tu me parais très, très figé. Tu sais, ce masque, ce moule sociétal. Et un jour, je divague un peu, mais un jour, tout d'un coup, je me suis mise à communiquer comme ça sur LinkedIn, mais vraiment en étant très ouverte, en disant, moi, de toute façon, si un jour je veux travailler avec des gens, je veux qu'ils me correspondent. C'est-à-dire que je veux que ce soit des gens bienveillants. Donc, de toute façon, c'était une base, un peu. Faut être clair. Donc, je me suis mise à raconter ça, à dire que, voilà, je crois que j'aime les gens, je crois que tout à chacun a quelque chose à raconter, qu'on est tous des humains, on est tous imparfaits, hein, donc de fait, mais on a tous nos singularités qui sont nos forces. Et je me suis mise à communiquer comme ça. Et là, tout d'un coup, j'ai eu plein de gens qui se sont révélés. Et c'est-à-dire que mon ancien réseau que je voyais comme un costard, pour être très clair, a commencé à me dire, mais moi, je crois profondément dans les valeurs que vous véhiculez, je crois profondément dans ça. Et il y a une sorte de revirement on se tait par pudeur, par humilité, mais
Enfin, faut être clair, dire aux gens qu'on les aime, c'est ce que les gens préfèrent à la fois entendre et à la fois dire. Mais on n'ose pas. C'est sûr. Ce qui est hyper surprenant en soi. Parce qu'on se fout tout un tas de films. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il va penser si je dis ça? Qu'est-ce qu'il va penser si je souris? Ce que j'explique aussi souvent, c'est que moi, là, dans mon ancien métier, j'ai jamais distordu mon personnage, entre guillemets, mais j'ai toujours été super souriante. Et puis, quand t'es souriant, ça, c'est pas parce que t'es souriant que t'es demeuré. Enfin, tu vois, il y a une sorte de fausse croyance et de caricature du sourire, de caricature de l'optimisme, parce que tout d'un coup, en société, limite, il fait mieux parler d'une crise sociétale, enfin, je le raconte dans le livre, tout d'un coup, il fait mieux parler de crise sociétale, démographique, enfin, etc. Bah oui, mais non. Enfin, oui, ça fait partie du problème. Maintenant, c'est quoi les solutions? Du coup, et toi, de quoi t'as envie? Tu es qui? Tu vois? Et c'est vraiment l'essence même de la singularité et la remise au centre de l'humain. Et ça, je crois profondément que c'est ça, être aligné dans sa vie, faire ce qu'on aime, mais faire ce qu'on aime en connexion avec les autres. Ouais. Et je crois que j'ai oublié un bout de ta question parce que je parle beaucoup. La question, c'était comment ça se traduit pour toi au quotidien, mais pour que tu en as aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est arrêter de distordre. Parce que de toute façon, à la limite, au moins quand tu distors pas, les gens qui t'aiment, c'est ceux qui sont alignés avec tes valeurs et à qui tu ne joues pas à la comédie. Ouais. Donc en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que jouer la comédie, oui, pourquoi pas. Et puis t'as des très bons acteurs, hein, on est d'accord. Mais plus tu es sincère, plus tout ton environnement, tous les gens qui t'entourent vont être des gens qui vont te correspondre. Il va y avoir une sorte de résonance et une sorte de, je parle souvent de balancier positif. Je sais pas si je le mentionne dans le bouquin. Tu sais, c'est tout d'un coup, t'es dans un flot de gens qui comprennent ce que tu leur racontes. Et puis, une sorte, et du coup, ça augmente, c'est une sorte de tourbillon qui te donne une super énergie, qui te donne la capacité d'aller au bout de tes rêves. Que si ton acte, tu fais semblant, c'est ça porte. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au collectif et que je crois beaucoup au collaboratif, c'est que c'est une sorte de vague qui te porte et qui t'amène à aller au bout de tes rêves parce que tu n'as plus distordu la réalité, tu as été en résonance avec les gens qui t'entourent. Et ça crée quelque chose de beau. Ouais. C'est la simplicité. C'est ça, c'est la simplicité, c'est le retour au bon, c'est presque le retour au bon sens. Pourquoi on se met des costumes? Ouais. Pourquoi on porte un masque? Ouais. C'est ça. Ouais. Et mais moi je l'ai fait. Des fois, parfois encore, ça m'arrive d'arriver dans des soirées où là je me dis oh là là, je suis pas à ma place. Il y a que des gens masqués. Oubliez mon masque. Mais non, mais faut dire ce qu'il y a. T'as des milieux encore aujourd'hui, parce que moi je côtoie du coup de fait absolument tous les milieux. Tout d'un coup, t'arrives, tu te rends compte que t'as un bal masqué. T'as aucune authenticité, t'as aucune sincérité. Mais moi, ça m'intéresse pas. Et à partir du moment où tu te dis, regardez, oui, je me suis pas mis sur mon 31, j'ai pas mis 4 pots de mascara sur mon visage, mais je suis moi. Après, de fait, les gens qui vont venir vers toi, c'est les gens qui sont plus ou moins eux, quand bien même ils sont masqués. Ouais. Donc, et c'est toujours cette notion d'authenticité, de sincérité, et puis quand tu aimes les gens, entre guillemets, tu aimes dans toute l'imperfection, parce qu'on est tous imparfaits. À partir du moment où tu le sais, ça t'enlève vraiment plein de pression. Là, mais il faut dire ce qui est, hein, ça t'enlève la peur de l'échec, comme même le doute, ça t'enlève la peur de paraître, de paraître un peu naïve, un peu niaise. Mais alors, je veux dire, si tu ne penses pas comme moi, si tu ne crois pas dans l'énergie, si tu ne crois pas dans tout ça, mais pas de problème. Mais je vais plus ne pas le dire. Ouais. Super. Catherine, merci beaucoup pour toutes ces perles que tu partages avec nous, pour cette dose d'optimisme et d'énergie. Merci, j'adore ton énergie. C'est ce qu'on dit beaucoup en fait, mais en fait c'est parce que de fait je suis aujourd'hui avec des gens qui me portent. Faut dire ce qui est, hein. Aujourd'hui je me rends vraiment compte ce projet, et c'est ce que j'essaie de redire régulièrement. Enfin oui, il y a 200 000 followers sur Facebook, genre, au total on est en train de fédérer plus de 300 000 personnes, et 300 000 personnes dans leur beauté, et que ce soit sur LinkedIn où normalement tu as mis tous les masques possibles parce que tu veux te montrer que tu es le chef de service de je sais pas trop quoi, mais tout d'un coup qui t'envoie un petit message en disant moi j'ose pas communiquer comme vous, mais je vous lis tous les jours, j'ose même pas liker.
vos posts parce que mon autre réseau va le voir, mais merci pour ce que vous faites. Et là, tu te dis, mais essayons de redécloisonner tout ça, de s'organiser autour de valeurs, essayons de nous redire que on est tous des humains, de toute façon, on a un temps de vie sur Terre de 80, 100 ans, ça va dépendre du contexte, mais on est tous imparfaits, on est tous tout aussi imparfaits que parfaits. Ouais. Tu vois, on est tous part d'un grand tout. Je sais pas comment le dire. À partir du moment où tu le sais, tu te dis autant que je capitalise sur ce que sur ce que j'aime et sur ce que j'ai envie de faire, et les gens ils vont retenir ce que tu leur as fait vivre. Ils retiendront pas le fait que tu avais un super beau canapé rouge dans tout salon, ça, ou une belle coupe de cheveux, ouais. Exactement. Exactement. Mais tu dis ça parce que je suis profondément décoiffée. Non. Mais tu vois, ça fait exactement partie. Ça fait exactement partie de l'authenticité. Ouais. C'est-à-dire que oui, je pourrais passer au moins 5 minutes, c'est pas mal. Et là, je crois que j'ai passé à peu près 0 minute à me coiffer. Et ça fait peser, je pense. C'est partie de l'authenticité. Tu vois, de toute façon, si on s'arrête, franchement, si on s'arrête à la coiffure ou aux fringues, c'est que la personne elle n'a pas grand-chose c'est dommage. Mais je comprends que de temps en temps, il faille par respect pour les autres, s'habiller bien. Et ça, je dis pas que j'arrive en baggy au gala, on est d'accord. Plus tu es authentique, plus tu rayonnes, et plus les gens vont en résonance avec toi. Oui, ça attire, effectivement. C'est ça. Ouais. En tout cas, merci Catherine, merci pour tout ce que tu fais. En tout cas, je suis persuadée que tu as ouvert la voie. Et effectivement, tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas et qui viennent te voir, même en cachet pour l'instant, mais après qui oseront. Là, c'est ça, de manière ouverte. Exactement. Mais tu leur permets de le faire. En fait, tu leur permets aujourd'hui, l'optimisme, je crois que ça permet aux gens de se rendre compte que tout le monde est bardé de doutes, que tout le monde est bardé de problèmes aussi. Il faut quand même dire ce qui est. Je veux dire, économiquement parlant, dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses, mais que il y a tout un tas de gens, tu vois, qui se disent que oui, on est tous en train de vivre un truc. Maintenant, comment est-ce qu'on essaie d'aller au bout de nos envies, d'aller au bout de nos rêves? Et comme la notion de bienveillance, c'est presque, tu sais, aujourd'hui, c'est presque devenu un buzzword, le mot bienveillance. Moi, je travaille beaucoup en entreprise et j'accompagne beaucoup de boîtes, et tout d'un coup, le mot bienveillance, comment est-ce que je deviens bienveillant? C'est quoi le bonheur en entreprise? Et tu vois, il y a tout un tas de questionnements, parce qu'on est en train de se dire, mais au fond, ces salariés, qui sont des numéros, sont aussi des gens. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société qui assume de plus en plus le fait de se dire, les bouquins les plus vendus en ce moment, c'est les bouquins de développement personnel. Ouais. Et à partir du moment où tu le sais, c'est pas que tu as à cautionner ou que tu n'as pas à cautionner, c'est un fait. Ça veut dire que de plus en plus, on a envie de se libérer, on a envie d'oser, on a envie d'agir, on a envie de prendre la responsabilité. J'ai un copain qui me dit très souvent, essaie et tu demanderas pardon plus tard. Tu vois, si jamais quand tu passes une frontière, tout d'un coup tu fais lui il est en train de disrupter tout le monde de l'entreprise, et il dit souvent ça, mais il a raison, c'est-à-dire il faut qu'on essaie, au pire on s'excuse, tu vois, au pire ça marche pas, mais au pire ça marche, et c'est ça le plus beau, c'est-à-dire que quand tu essaies, au pire ça marche, que si tu n'essaies pas, tu auras toujours ce doute de te dire et si j'avais essayé. C'est ça qui est, pour moi, c'est ça qui est très important, c'est d'essayer, de se dire que c'est une expérimentation, de ne pas y mettre d'objectif, se dire que j'expérimente quelque chose, et limite pour s'enlever toute une pression, tu peux même communiquer comme ça auprès des autres personnes, en leur disant auprès de ton entourage, je sais pas si ça va marcher, mais j'ai envie d'expérimenter. Ouais. Et ça, là, tu t'enlèves la pression de te dire que tu dois vendre, que tu dois monter ta galerie, et que tu dois être le prochain Picasso. Ouais. Donc mais c'est vraiment cette notion d'expérimentation. La vie, c'est comme ça d'ailleurs. C'est qu'une expérimentation. Si tu penses, ce que tu expérimentes, c'est de faire des PowerPoint dans ton entreprise, ou n'importe quoi au quotidien, ou alors c'est de te dire, oui, je fais ça. De toute façon, il faut que je gagne des sous, hein, on est d'accord.
Mais à côté de ça, qu'est-ce que je peux expérimenter pour moi, qui me développe, qui aide les autres aussi, et ces petites choses-là. Expérimentation. Super, c'est notre dernier mot. Pardon. Non, mais ça va vraiment super intéressant.